Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Merci Bernard d'être venu. Du coup, on est au Salon Infirmier. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, merci pour l'invitation, Alexandre. Avec grand plaisir. Je suis vraiment ravi d'avoir été invité sur avoir ce privilège-là d'être interviewé parce que je ne pensais pas que mon parcours pouvait inspirer, mais en tout cas, on pourra en parler tranquillement. Donc, moi, je suis Bernard Soranon. Actuellement, je suis responsable national du centre de formation d'apprentis de Croix-Rouge Compétences. Donc, voilà, en pilotage de 52 établissements de formation sociale, mais aussi sanitaire, notamment infirmier. C'est pour ça qu'aussi j'interviens au salon aujourd'hui. Très bien. On pose toujours la première question pour commencer. C'est qu'est-ce qui t'a attiré dans une carrière vers la santé initialement? Alors, c'est en fait, c'est assez. J'ai pas eu la vocation. Ouais. Je pense que, voilà, en toute sincérité, c'est mon cousin qui était à l'époque étudiant infirmier en première année qui m'a dit fais ça, c'est super cool. Et finalement, je me suis accroché à cette idée de métier. Finalement, j'ai passé 4 fois le concours. Ouais. Je l'ai eu au bout de la 4e fois. Donc, voilà, j'étais vraiment déterminé à le passer. Et finalement, à travers ces sessions successives d'examen, je me suis forgé l'idée de ce que j'avais du métier. Parce que initialement, finalement, tu passais les concours sans vraiment savoir ce qu'était le métier. Exactement. Et pendant ce temps-là, ce qui est assez drôle aussi, c'est que comme j'ai fait mon concours, j'ai commencé à travailler. Et j'étais vendeur. Et après, je suis devenu rapidement responsable de magasin dans le prêt-à-porter. Et finalement, pendant ces quasiment 2 ans, j'ai travaillé et j'ai développé des compétences et des affinités sur des éléments qui finalement se sont révélés intéressantes pour moi après en tant qu'infirmier. Ah bah, faudra que tu nous en dises plus, que nous dises qu'est-ce qui t'a aidé. Alors, vraiment, c'est vraiment cette relation-là à l'autre. Dans la vente, parce qu'on parle beaucoup de relations commerciales, mais finalement... Et de communication, de lecture de l'autre. Absolument. D'écoute, parce que finalement, dans la vente, moi j'étais beaucoup dans le conseil, donc j'étais pas forcément que dans le réassortiment des vêtements. J'étais beaucoup dans le conseil, et c'est comme ça qu'on m'a appris en fait le métier de vendeur, et j'étais beaucoup dans le conseil et dans l'écoute des besoins de la personne qui venait. Finalement, l'offre les produits que je leur proposais répondaient à leurs envies, à leurs besoins. Je me rappelle, j'avais même des jeunes gens qui venaient pour des entretiens d'embauche et qui cherchaient un costume pas cher pour s'habiller pour l'événement, quoi. Et donc, hop, je les conseillais, je leur faisais leur nœud de cravate. Enfin, c'était vraiment, on était vraiment dans cette relation. Donc, déjà une notion de service, quoi. Comment? Il y a déjà une notion de service, au final. Il y a déjà une notion de service dans la vente. Complètement. Et puis cette relation-là qui se crée, parce que finalement, on ne reste pas très longtemps dans un magasin quand même. Et vraiment, dans ce temps-là, on arrive à construire une relation, on va dire un climat de confiance, parce que peut-être pas la confiance complète non plus, mais un climat de confiance qui fait que la personne se sent un peu libre de dire ce qu'elle veut. Et je sais pas, en un quart d'heure, on arrive à qu'est-ce que vous cherchez, et du coup, on arrive à construire une relation de confiance. Et je pense que c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et comment tu as vécu ce passage de professionnel, du coup, et reprendre la casquette d'étudiant derrière quand tu as repris les études? Alors, c'était assez dur, je ne cache pas, parce que vers la fin, j'étais manager, donc je gérais une équipe de vendeurs et je les formais. Et effectivement, de repasser une casquette d'apprenant, c'était pas simple aussi, dans le sens où dans mes études, j'étais pas très bon. J'ai eu mon bac... pas très scolaire, quoi. Voilà, j'ai eu mon bac scientifique, on va dire, normalement, sans mention. Même, je crois que c'était même au rattrapage. Donc, et du coup, ça m'a ravivé des difficultés d'apprentissage que j'avais tout au long de ma scolarité. Voilà, donc voilà, c'était dur. Sur le plan personnel, tu passes d'un métier où tu es rémunéré, où tu as un salaire, potentiellement tu as un chez toi, à un statut d'étudiant où si les stages sont rémunérés, c'est une misère. Comment tu as fait pour vivre en fait pendant ces études? Alors, effectivement, c'était compliqué. Donc, j'étais déjà avec ma compagne à cette époque-là. Et en fait, on a jonglé, on était en chambre, on logeait dans une chambre de bonne. Et donc, vraiment un loyer pas cher. Mais en fait, la première année, c'était difficile. Vraiment, c'était très difficile la première année. Et dès la 2e année,
j'ai pu faire des vacations en tant qu'aide-soignant. Ouais. Et ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Je travaillais le week-end. À l'époque, dans l'hôpital dans lequel je travaillais, ils nous permettaient de faire des demi-nuits. Donc ça, c'était chouette. Ouais. Du coup, on finissait, on faisait que la moitié de la nuit. Ouais. On rentrait vers, enfin, je débauchais vers minuit, 1h. Et ce qui permettait de me reposer pour reprendre mes études derrière. Donc ça, ça m'a vraiment servi parce que du coup, ça permet un peu de dormir et puis de travailler en même temps. Et puis d'avoir un peu de sous de côté. Exactement. Et donc, deuxième année, troisième année, j'ai fait ça. Et donc, voilà, grâce à ça aussi. Ça, on l'oublie, mais du coup, c'est des études qui sont pas rémunérées, dans lesquelles on gagne assez peu d'argent. Donc, il faut pouvoir subsister pendant ces 3 ans d'études. Hein. Absolument. Mais voilà, on en parlera un petit peu après, mais maintenant, dans mes missions actuelles, donc, je suis responsable national du CFA. Donc là, on aide des alternants à se former au métier. Et là, en l'occurrence, ils sont rémunérés. Il y a eu une rémunération. Exactement. Et là, je pense que c'est un vrai levier pour eux aussi, de confort de vie, de confort d'apprentissage. Parce que là, on se le dit gentiment, mais le soir, même si c'est des demi-nuits, on est quand même fatigué pour apprendre. Après, derrière, après, s'il y a des stages, voilà, c'est vraiment compliqué. Et je trouve que voilà, aujourd'hui, l'alternance, c'est une solution parmi toutes les solutions qui est possible. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour... On parle beaucoup d'égalité d'accès à l'emploi. L'alternance, c'est une des solutions. Peu importe d'où tu viens, qui tu es, avec l'alternance, tu peux accéder à des métiers que tu peux pas accéder si les études, elles sont pas financées, quoi. Hein, s'ils sont pas... Absolument. Mais ouais, du coup, cette reprise-là de casquette d'apprenant a été difficile, un peu difficile aussi, parce que aussi j'avais cette casquette de vendeur qui collait pas forcément aux valeurs soignantes. Et certaines formatrices me le faisaient un peu savoir. Voilà. Donc, voilà, on a aussi des mauvais côtés. Pour autant, si tu es arrivé là, c'est que tu as eu un concours, que tu l'as réussi, que tu as eu des euros. Donc, c'est un peu malvenu derrière de venir te reprocher. Surtout quelque chose qui... Bon, il n'y a pas de reproche à faire, mais surtout, ils sont au courant depuis le début. Il n'y a pas de mensonge. Absolument. Mais tu sais, bon, je ne veux pas citer ici, c'est un grand groupe. Le concours est fait par des formateurs, enfin un jury qui n'est pas forcément celui dans l'IFSI dans lequel je suis formé. Donc il y a toujours ce côté-là, pourquoi il a été pris, voilà. Donc, mais non, mais après j'ai fait mes preuves et que j'ai montré finalement qu'il y avait des points communs au métier de vendeur et que finalement j'étais pas que vénal, enfin voilà. Il y avait d'autres valeurs derrière le... Absolument, absolument. Et du coup, alors tu me disais que scolairement, tu n'étais pas très bon. Je fais partie de la même équipe, hein, je te rassure. Comment tu as vécu les études d'infirmier, les amphis? Pour moi, ça a été un calvaire, hein, très honnêtement. Comment tu as vécu, toi, la chose? Alors, c'est quand même une formation qui est basée sur une formation alternée. Ouais. Donc déjà, c'est mi-temps de l'année stage, mi-temps cours. Bon, déjà... Ça aide, hein, parce qu'on n'est pas à 100% cours. Donc ça aide beaucoup déjà à avoir un autre milieu d'apprentissage. Ça, c'est chouette. Et finalement, grâce à ça, j'ai appris à apprendre. J'ai appris à savoir comment j'apprenais. C'est assez bizarre parce que... non, mais c'est pas du tout bizarre. Quand j'étais au bac, j'étais très poussif, enfin peut-être un peu comme toi. J'étais à fond, mais en fait, j'étais pas très performant. Moi, j'ai pas eu le rattrapage, mais j'ai eu mon bac parce que j'ai eu une très très bonne note en sport. Hein. C'est vraiment le cliché de... On fait partie de la même équipe, je pense. Mais finalement, c'est pendant ces études d'infirmier, et je pense c'est de se remettre dans une dynamique d'apprentissage, mais apprentissage du métier, d'un métier. On sort du scolaire, ça m'a permis de me poser pour savoir, mais finalement, comment j'apprends, quoi. Et comment j'apprends moi-même, des cours, des choses très théoriques, très conceptuelles, des choses très pratiques. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui apprend sur le tas, qui aime bien connaître tous les concepts avant d'y aller? Et finalement, pendant ces études, ça m'a permis de comprendre comment j'apprenais. Et ça, c'était super chouette parce que du coup, ça m'a amener vers d'autres horizons plus tard qu'on abordera, je pense. Mais moi, j'ai une femme qui incite et c'est un des sujets de quel on parle, c'est qu'en fait, on n'apprend pas à apprendre. C'est ça. Alors qu'il y a des vraies techniques et des vrais moyens et qu'on a tous des appétences pour certaines méthodes. Et typiquement, moi, je me souviens de m'être fait la réflexion que j'avais l'impression d'apprendre que pendant les stages. Et en fait, c'est parce que pendant les stages, j'allais chercher les apports théoriques qu'on m'avait apportés 3 mois avant.
mais que j'avais pas intégré parce que je voyais pas l'intérêt. Par contre, quand je me suis retrouvé en stage à avoir besoin de ces apports, je me suis dit, attends, mais ça, on en avait parlé, il me semble, tel jour. Et du coup, j'allais chercher après. Et donc, c'est vrai, cette alternance pratique théorique, enfin, pour moi, elle a été capitale. Alors, une formation purement théorique, honnêtement, je pense pas que je serais allé au bout. Hein. C'est ça, c'est ça. Et je pense que de se remettre dans cette dynamique-là, ça m'a fait découvrir des choses en moi, voilà, Ouais. de moi-même, finalement. Et la confiance, je pense que ça, c'est vraiment important. Peut-être, si je peux passer des Non, mais messages, bien sûr. c'est de faire confiance aux jeunes. Ouais. Enfin, aux jeunes gens qui se ont rendent vers envie. des métiers du Ouais. soin. Faisons-leur confiance. Mm. Parce que finalement, aujourd'hui, on est tellement dans un milieu très contraint, chacun est individualiste. Et je pense que nous, en tant que professionnels, il faut qu'on s'autorise à donner confiance à l'autre pour que lui-même prenne confiance en lui pour y aller, quoi. Voilà. Je pense que Non, mais c'est important. je pense que tu as totalement raison. Et il faut qu'on sorte un peu, j'entends encore, parce que c'est encore trop présent en stage, des gens qui disent non, mais il faut un peu en baver pour avoir. Et non, en fait, il n'y a pas besoin. Eux, malheureusement, on a tous fait des stages qui se sont mal passés, où ça a été compliqué, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à garder ça pour nous et pas refaire vivre ce que nous on a vécu aux autres, parce qu'il y a des vrais. Il y a des vraies douleurs qui se créent, quoi. Il y a des vrais problèmes. Maintenant, il y a une autre casquette qui est que, moi je me pose la question de l'intérêt des jeunes à rentrer dans ces formations de la santé. J'ai pas la réponse et je le dis de temps en temps, mais l'avantage de ce concours, c'est que tu pouvais pas y aller si t'étais pas motivé, si t'avais pas envie. Aujourd'hui, avec Parcoursup, j'ai l'impression que tout le monde peut postuler à une carrière de soignant parce que potentiellement on a vu de la lumière, parce qu'il y a des facilités. Finalement, si j'ai pas mon étude mes écoles de commerce, je sais qu'il y a du boulot dans la santé, donc je vais peut-être demander Parcoursup un parcours santé. Donc je sais pas quelle est la proportion de ça. Je sais pas si c'est mal en vérité, parce que je pense que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'acculturent à ce milieu de la santé. Mais du coup, ça me questionne sur les motivations de chacun. Ouais. Mais c'est vrai que cette question-là de Parcoursup, depuis quelques années, Ouais. on tourne toujours, enfin, on n'arrive pas à résoudre Non, non, cette question-là. Mais je pense aussi que finalement, c'est pas forcément si mal non plus Parcoursup, parce que je pense que la motivation se crée aussi oui. pendant qu'on découvre. Oui. Et je pense que peut-être le mauvais côté, si j'ose dire, des concours que même moi-même j'ai passé, c'est qu'il y avait un côté sacré, un peu trop sacré. Il fallait montrer patte blanche, il fallait déjà démontrer nos valeurs. En fait, quand on est jeune à 18 ans, vraiment, on est loin de ça. Hein. Il fallait déjà puis démontrer. honnêtement, on ment. Mais c'est ça. Voilà, moi, j'ai toujours voulu être infirmier. Non, mais c'est ça. Et je pense que Parcoursup permet, comme tu disais tout à l'heure, sur l'aspect égalité. Ça, c'est très chouette parce que permet, en tout cas, de potentiellement faciliter l'accès à exactement. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça renferme pas que ceux qui ont des vocations. Ceux qui ont des vocations, de toute façon, ça va se voir dans le dossier Parcoursup parce qu'eux, ils sont engagés, ci et là, ils ont des bonnes notes, tout ça. Peut-être pour celui qui a peut-être moins la vocation, mais qui se dit, mais pourquoi pas j'aime bien être dans le lien avec l'autre. Je vais tenter. Et comme moi, en fait, j'ai aimé le métier et je suis vraiment le métier d'infirmier, je le porte encore aujourd'hui dans mon cœur. Enfin, voilà. Hein. Après, j'ai appris d'autres métiers, mais je suis pas du tout fâché, quoi. Je suis au contraire. Et ça m'a permis la formation m'a permis d'apprendre et aimer ce que je fais. Voilà, ça c'est important. Et en fait, je connais assez peu en vérité le fonctionnement de Parcoursup, mais tu vois, je pense à mon histoire personnelle. Est-ce qu'avec mon bac ras des pâquerettes à 10,2, aujourd'hui avec Parcoursup, j'aurais pu accéder à ces études et tout ça? Je suis pas sûr, car l'avantage du concours, c'est que finalement, en travaillant, j'ai pu prouver que, entre guillemets, je méritais d'accéder. Encore une fois, c'est une vision des choses, j'ai pas la bonne réponse de ça, mais en tout cas, ça questionne et je pense que personne n'a la bonne réponse, hein, sinon on se serait déjà mis en place, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. C'est ça. Et donc, tes études d'infirmier mieux que tes études scolaires ou... carrément, carrément mieux. Alors, on rentre dans le concret. Absolument, mais je pense que c'est vraiment ça. On est vraiment dans un diplôme qui professionnalise, qui rentre vraiment dans le dur de savoir-faire, de savoir. Enfin, vraiment, on rentre dans l'apprentissage d'un métier. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Non, très clairement.
Et donc ton premier poste après tes études, c'était quoi? J'étais infirmier aux urgences. Ok, c'est pas grave. D'un CHU. Ouais. Ça arrive à des gens bien aussi. Ouais, je me permets parce que j'ai bossé aux urgences aussi. Donc, ouais, aux urgences où là, effectivement, où j'ai énormément appris, quoi. Ouais. On est vraiment dans un échantillonnage hyper concentré de la vie, de la société, et effectivement, on a tous les mots. Et ça, vraiment, je pense que c'est ça qui m'a vraiment. On est vraiment en relation directe avec la société, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Est-ce que tu as eu comme moi la sensation quand tu es arrivé aux urgences de se dire, bah en fait, je comprends rien, je connais rien, et en fait, les études, c'est pas fini, il va falloir que j'y rattaque, il va falloir que j'y retourne et que je rebosse un peu. Ah, c'est sûr, c'est un peu comme le permis de conduire. Hein. Ouais. On a le papier, on sait pas trop comment faire quand même, l'idée. Hein. Mais alors moi, j'avais la chance parce que pendant mon stage à l'époque, le pré-pro, je l'avais fait aux urgences. Donc finalement, je crois que c'était, je sais plus, c'était 8 semaines, je crois, c'était assez long quand même. 10 semaines, je crois, enfin, c'était quand même très long. Et j'avais déjà fait ma place dans l'équipe. Donc j'étais déjà assez reconnu. Et ce qui m'a aidé, franchement, dans la prise de poste, parce que bon, on sait tous, hein, y a la question des moyens. Et aux urgences, on n'est pas forcément mieux lotis que les autres services. Et bah, hop, on est vite dans le bain et il faut y aller, savoir faire, quoi. Donc voilà, donc oui, urgence, premier poste. Premier poste, ouais. Et du coup, tu as fait combien de temps aux urgences, tu m'as dit? Alors j'ai fait un peu 3 ans. 3 ans. Voilà. Et après, du coup? Après, j'ai pris une dispo de la fonction publique hospitalière, où là, pendant plus d'1 an et demi, j'ai vadrouillé partout. J'ai fait un tour du monde, pas tout à fait un tour du monde, mais... voilà, j'ai pu explorer en tant qu'infirmier coordinateur chez un prestataire de service. Ah non, je croyais que tu avais voyagé, d'accord. J'ai exploré vraiment plein de facettes du métier d'infirmier. Donc prestataire de service, donc j'amorçais les prises en charge à domicile, des traitements intraveineux, mais aussi entérales, des alimentations entérales. Donc j'installais, j'allais voir les médecins pour mettre en œuvre toutes les prises en charge à domicile. Voilà, j'ai fait pas mal ça. J'ai fait beaucoup d'intérim aussi. En psychiatrie, en centre, en centre de rééducation. En centre, j'ai perdu. De santé mentale, en ambulatoire, j'ai perdu le nom. Voilà, j'ai fait pas mal de psychiatrie en hospitalisation, en secteur fermé, aussi en consultation, laboratoire. J'ai été piqué chez les patients pour les labos aussi. Donc vraiment, pendant 1 an et demi, j'ai vraiment vadrouillé. J'ai fait tout ce que je pouvais faire d'intéressant. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce break là, de faire cette pause En fait, le verre était plein. Le carafe, le verre, tout débordait. Et il fallait que je vois autre chose. Et un peu toujours l'idée de l'herbe est plus verte ailleurs. Donc on a toujours un peu ce sentiment là que alors maintenant avec le recul, j'ai pris un peu d'expérience. De toute façon, une carrière c'est toujours en yo-yo. Ah bah oui. Donc il y a des bas et après hop on remonte. Et là je pense que j'étais arrivé très bas. Et il a fallu que je remonte reprendre du sens dans mon travail mais autrement. Et voilà, ça m'a permis d'aller toucher un peu tout, quoi. D'aller toucher un peu tout. Carrément. Et à l'après ta dispo, du coup, tu finis. Je suis revenu dans le même service. Aux urgences. Aux urgences. Mais avec comme projet de tutorer les étudiants. Donc là, j'ai été tuteur de stage, j'étais maître de stage, j'ai organisé tous les plannings avec tous les autres infirmiers tuteurs. Hein. Donc pendant 2-3 ans comme ça, j'ai organisé au sein du service tout l'accueil et le tutorat de tous les étudiants infirmiers. Finalement, tu as retrouvé ce que tu faisais au magasin de prêt-à-porter? Presque. Presque. Voilà. Mais en fait, j'avais vraiment besoin d'avoir une autre vision du travail parce qu'en fait, on apprend aux urgences, on est tellement confronté tellement souvent aux mêmes situations qu'on apprend assez vite en fait. Bien sûr. Et en fait, j'avais un peu le sentiment, alors c'est pas prétentieux, mais un peu avoir fait le tour et qu'il fallait que je voie d'autres choses quoi. Et finalement, le tutorat, c'était comme des compétences que j'avais pas encore assez bien explorées. Donc, je suis allé à fond là-dedans. Et puis c'est hyper, moi aussi, j'ai adoré ça, tutorer des élèves. Et je dis, en plus, en y repensant maintenant, c'est purement égoïste. Parce qu'il y a la rencontre humaine et ça m'anime depuis toujours. Mais au-delà de ça, quand on est étudiant, ça nous remet en question systématiquement. Parce qu'il y a toujours la chose que tu fais parce qu'on te l'a montré comme ça, par habitude. Et là, d'un coup, ça vient te questionner. Tu te dis, mince, en fait, pourquoi je fais ça comme ça? C'est quoi l'intérêt? Et là, tu réfléchis à ta pratique, tu te mets en valeur, tu approfondis.
potentiellement il y a des connaissances que tu n'as pas, qu'on te demande, donc tu es obligé d'aller chercher, solliciter. Et ça a été une remise en question permanente. Et pour ça, les étudiants, enfin, moi, j'ai adoré ça pour ça, quoi. Je suis vraiment, je pense que je suis complètement d'accord avec toi et je pense que de tutorer, de mentorer, d'encadrer, enfin on prend les mots qu'on veut en fonction des postures qu'on a, c'est en fait on se remet en position d'apprentissage. Ouais. Finalement, comme celui qu'on accompagne. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à mon travail aujourd'hui. Ah bah oui. Et finalement, je pense que tu as complètement raison. Parfois, en tant que professionnel, on va dire un peu expérimenté, des fois on fait des choses, on ne sait plus vraiment pourquoi on les fait. Ouais. Et finalement, on se questionne plus sur pourquoi. Exactement, on se questionne plus parce que c'est des habitudes, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça et du coup je le fais comme ça. Effectivement, cette posture-là, où on a cette responsabilité d'asseoir et de consolider les savoirs auprès de la personne avec qui qu'on accompagne, bah, ça nous met dans cette posture-là. Certains appelleraient de posture réflexive. Voilà. Ah, oui. Mais complètement, mais je suis 100% d'accord avec toi. Ah ouais, ça c'est vraiment une grande richesse. C'est pour ça que je fais toujours de la formation d'ailleurs, parce que j'adore rencontrer les gens et j'adore mettre en lumière les expériences, les pratiques. Et c'est vraiment d'une richesse incroyable. Complètement, ouais. Et donc le tutorat, tu t'es formé au tutorat ou Oui, tutorat avec la formation institutionnelle qui durait quasiment une dizaine de jours. On a vraiment on a exploré un peu tous les concepts pédagogiques parce que finalement, en tant que tuteur, on a cette fonction-là pédagogique. Bien sûr. Et quand on est infirmier, on n'a pas forcément toutes les billes pour comprendre les méthodes d'apprentissage, tous les concepts importants. C'est particulier, en vrai, d'accompagner quelqu'un. C'est un autre métier, en fait. Ça demande une posture particulière, ça demande... C'est un autre métier. T'as bien résumé. Ouais. Donc finalement, t'as presque fait 7 ans, 8 ans aux urgences ? Exactement, exactement. Et finalement, je me suis dit que j'avais... bien œuvré quand même, parce que je suis resté quelques années à faire ça. J'avais bien œuvré du côté milieu professionnel, stage, pour les former, mais je disais, mais bon, il manque une partie de l'histoire quand même. Il manque les autres 6 mois de l'année. Bah, c'est ça, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et donc, l'idée étant, j'ai eu l'opportunité, et je remercie à l'époque le référent du stage, qui est devenu un ami maintenant, qui m'a dit qu'il y avait un poste de formateur. Qui s'est libéré à l'IFSI, avec qui je travaillais déjà étroitement. Et puis paf, j'ai postulé. On m'a recruté en tant que, dans la fonction publique, on appelle ça des faisans fonction. Donc de faisans fonction. Et donc là, j'ai appris vraiment en tant que formateur à l'IFSI, le boulot, quoi. Voilà, le boulot et du coup, toute la facette. Je pensais que je connaissais très bien le référentiel, mais en fait, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. J'ai été vraiment très loin. Du coup, j'ai vraiment appris le métier de formateur. Et pour le coup, c'était un vrai changement de métier, là. Et ça, et du coup, comment tu as fait la bascule ? Parce que du coup, tu passes d'un milieu très technique de soins à un milieu pédagogique, d'encadrement, de transmission de savoir. Absolument. Et c'est pareil, c'est encore un nouveau métier. Ah, mais c'est vraiment un autre métier à part entière. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est comment on m'a aidé. Alors, si mon ami collègue se reconnaît, voit la vidéo, il va se reconnaître. Tu peux le nommer, y a pas de Daniel m'a énormément tutoré. Alors c'était dur parce que il m'a beaucoup observé, il m'a beaucoup appris. On a fait beaucoup d'auto-évaluation. En fait, il m'a accompagné quasiment pendant 1 an, on va dire, sur toutes mes séquences pédagogiques et sur toutes les modalités. Et du coup, il m'a vraiment appris le métier dans toutes ses particularités, dans les règles de l'art, dans l'adaptation. Et j'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu ce passeur. Et je pense que... Un peu comme un mentor qui t'a accompagné, quoi. Absolument. Et même encore aujourd'hui, toutes mes étapes, en fait, toutes mes opportunités professionnelles que j'ai pu avoir, c'était aussi grâce à des personnes qui m'ont aidé. Moi, j'appelle ça des passeurs. Qui t'ont tendu la main. Voilà. On passe la main, on facilite vers un autre projet. Voilà. T'as pas eu de formation académique, universitaire de pédago? Pas du tout. J'ai tout appris sur le tas, déjà en tant que tuteur, après en tant que formateur sur le tas, donc grâce à Daniel, entre autres, et avec toute l'équipe qui m'a aidé aussi. Et après, j'ai fait l'école des cadres. Donc là, ça non plus, c'est pas grave. Ça arrive aussi. Et en plus là, malheureusement, on n'était pas assez nombreux pour faire le module sur la formation. Donc j'ai même pas fait le module sur la formation, j'ai fait le module sur le management. D'accord. Donc bon, après, il y a quand même beaucoup de liens entre la formation et le management. Tout à fait.
Mais bon, voilà. Voilà, donc j'ai fait l'école des cadres, je suis revenu. Et là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je coordonne toute une promotion depuis le début jusqu'à la fin avec un collègue. Donc, on s'est mis, parce que c'est une lourde responsabilité quand même. Oui. On s'est mis à prendre une promo en main depuis le départ, toute la cohorte jusqu'au bout. Pendant les 3 ans. Pendant les 3 ans, à gérer toute la cohorte. Puis on a eu la petite surprise qu'en deuxième année, on a fait une fusion d'IFSI. Ah, donc tu as récupéré un peu de volume. D'étudiants qu'il fallait fusionner, un groupe d'étudiants qu'il fallait intégrer, fusionner ensemble, et un groupe de formateurs qu'il fallait fusionner aussi ensemble. Ah oui, du coup, parce que forcément. Ah oui. Donc voilà, donc c'était vraiment très chouette, parce que finalement c'est assez... C'est un beau challenge en plus, Absolument. Avec l'aide de la direction d'IFSI, on a mis tout en œuvre pour essayer que ça soit plus facile pour les étudiants. Eux aussi, parce que du coup, ils intégraient dans leur groupe d'autres personnes, et aussi les formateurs intégraient d'autres formateurs d'un autre IFSI. Et ça, c'était vraiment c'était dur, mais c'était une chouette aventure, parce que c'est assez... ça n'arrive pas tous les jours non plus. Finalement, le management, il a dû t'aider là. Absolument. Absolument. Mais voilà, Voilà, donc... et j'ai fini comme ça la promo. Mon exercice en tant que formateur. Très bien. Voilà. Et t'es resté combien de temps à l'IFSI du coup? Je suis resté à peu près 3, 4 ans, 5 ans, parce qu'en fait, il faut compter l'école des cadres. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, je suis allé voir ailleurs. Donc, c'est là que je suis arrivé à la Croix-Rouge, où j'étais chef de projet dans les formations sanitaires. Donc, dans la filière formation de la Croix-Rouge française, il y a la filière formation qui est Croix-Rouge compétences. Et là, j'ai commencé à la Croix-Rouge comme chef de projet des formations sanitaires. Et c'était quoi du coup ton rôle? C'était d'accompagner les IFSI, d'accompagner les IFAS, tout ça? Entre autres, sur la formation métier, mais aussi dans la montée en compétences. Donc, j'ai construit avec l'aide des régions des produits de formation pour monter en compétences les professionnels du terrain. Voilà, on a construit des dispositifs. C'est de la formation initiale, mais continue aussi, quoi. Voilà, les deux. Donc, s'appuyant sur l'expertise métier, mais aussi de formation que j'avais. Du coup, on a construit comme ça, donc avec ma responsable de l'époque, plein de produits de formation qui ont été déployés dans toute la France. Voilà. Et du coup, comment se fait la bascule entre l'IFSI et la Croix-Rouge? C'est une rencontre encore? Comment se fait la bascule entre l'IFSI et la Croix-Rouge? Alors en fait, j'ai postulé parce que voilà, j'ai repris une dispo parce que la Croix-Rouge n'est pas de la fonction publique. Donc j'ai pris une dispo, je suis allé voir ailleurs et c'est comme ça que je suis rentré à la Croix-Rouge. Voilà, actuellement, je suis encore en disponibilité de la fonction publique. D'accord. Hospitalière. Voilà. Donc. Et du coup, tes premières années à la Croix-Rouge en tant que chargé de projet, c'est quoi tes défis? C'est quoi tes missions? Alors c'était vraiment de prendre un peu plus de la hauteur sur les métiers, sur les enjeux, les évolutions, sur nos problématiques en tant qu'infirmier. Peut-être que le manque de montée en compétence sur certains aspects, vraiment c'est d'avoir une vue un peu plus macro des enjeux, des métiers du soin et de l'accompagnement, quoi. Voilà. Et du coup, c'était que à destination des professionnels de la Croix-Rouge? Non, vraiment ouvert à tous les acteurs, publics comme privés, tout le monde, quoi. Tout le monde pouvait venir se former sur les formations de continu que tu créais? Absolument. Et c'était ça qui était chouette parce que on avait une action, on a toujours une action au plus large, quoi. Avec les valeurs de la Croix-Rouge, on s'ouvre vraiment on discrimine personne. Voilà, on est là. Vous ouvrez les portes à tout le monde, quoi. Exactement. Public, privé, il n'y a aucune distinction, quoi. Et du coup, tu as eu un impact, tu as eu des enjeux ou des missions avec les missions étrangers que fait la Croix-Rouge non, pas du toi, tout. tu es resté territorial? On est resté en France et effectivement, on participe au groupe de travail ministériel aussi sur les réingénieries. À l'époque, il y avait la réingénierie de la formation infirmière, aide-soignant, pardon. Et du coup, on était partie prenante dans ce travail-là. Donc c'est pour ça que quand je disais prendre de la hauteur, c'est aussi de vraiment penser à l'échelle. Exactement. Voilà. Ça c'est super intéressant. Les enjeux du métier, de la profession. Si c'est un métier, c'est une profession. Voilà, tout ça. Essayer de œuvrer pour mettre en valeur aussi ces métiers-là, quoi. Moi, je me faisais la réflexion. J'aimerais qu'on change ce nom d'aide-soignant.
je trouve que ne serait-ce que le nom est pas valorisant. En vérité, aujourd'hui, c'est vraiment des soignants à temps plein et qui sont indispensables dans les services. Et aujourd'hui, on continue à les appeler aides-soignants et je trouve ça faut trouve un autre terme. C'est pareil, je ne l'ai pas trouvé encore, mais dès que je l'ai trouvé, je communiquerai avec le ministère, on verra. Carrément, carrément. Et du coup, donc tu fais chargé de formation pour la en fait, filière ouais, santé. j'ai été chef de projet de formation donc, à la direction nationale. Et après, on a ouvert, enfin, à peu près au même moment, on a ouvert un centre de formation d'apprentis. Ouais. Et là, la directrice de la filière m'a proposé de gérer toute la partie pédagogique du CFA. Donc c'est là qu'on a commencé à construire tous les premiers outils pédagogiques, voilà, vraiment tous les outils pédagogiques du CFA. Donc, et petit à petit comme ça, j'ai été responsable pédagogique du CFA. Et une année et demie après, on a pu dégager un poste de responsable national. Donc vraiment pilotage de tous les aspects d'un centre de formation en fait, financier, commercial, développement. Et du coup j'ai postulé et j'ai été pris. C'est comme ça que depuis 1 an et demi, je suis en pilotage donc avec tous les autres collègues de la direction, de toutes les autres fonctions support. Bah, on organise l'activité du CFA dans toute la France sur 15 métiers et sur 52 sites. Ah ouais, donc voilà, c'est et pas que des métiers santé du coup. Social aussi. Social, ouais. On a beaucoup de métiers du social et vraiment on y tient parce que c'est aussi des acteurs hein, dans nos secteurs du médico-social. C'est indispensable. Hyper important. Voilà. Sans eux, on ne pourrait pas accompagner nos bénéficiaires. Quoi. Le lien entre la santé et le social, il est évident et on ne pourra jamais faire l'un sans l'autre. Hein. Absolument, absolument. Et voilà, donc et là aujourd'hui, on est vraiment content parce que, comme je le disais un petit peu au début, l'alternance, c'est vraiment un des leviers qui permet d'accéder à la formation, mais aussi de le mettre en emploi. Ouais. Parce qu'on oublie que finalement, l'alternance, c'est un contrat de travail quand même. Oui. Donc voilà, et je trouve que c'est une forme de donner confiance, enfin, accorder une confiance à un jeune alternant, parce que finalement, on mise un peu sur lui quand même. Hein. Et puis, j'ai pas les statistiques en tête, mais manifestement, après l'alternance, il y a beaucoup plus d'embauches. Enfin, l'embauche est beaucoup plus facile qu'après un diplôme autre. Donc, carrément. Et même, j'ai envie de dire, le sentiment que le professionnel a, il se sent beaucoup plus en confiance aussi dans sa prise de poste. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure aux urgences, quand on arrive, on est un petit peu comme ça. Ah quoi. bah oui, moi je voyais le déchocage de loin avec mes collègues qui à l'époque me semblaient des dieux vivants. Ils faisaient le déchocage, ça s'ouvrit pas, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Moi je voyais, on était trauma center, un gros trauma center, donc on avait des gros cas, des gros AVP, des accidents de la voie publique, pardon, des grosses pathologies médicales, des grosses détresses neuro, des choses comme ça, des trucs vraiment majeurs. Et je voyais mes collègues qui sourcillaient pas d'appel. Et moi, j'étais là en disant, mais comment ils font, comment ils savent tout ça Bon, bah, j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'ai travaillé, j'ai appris, j'ai bossé. Et au final, c'est un poste que j'ai adoré. Mais effectivement, il y a eu besoin d'une phase de mise en confiance. Quoi. Exactement. Et l'alternance permet ça. Oui, clairement. On est beaucoup plus confiant. Quoi. Après, c'est pas forcément... Bah, voilà. Ça se construit la confiance. Hein. Donc voilà, ce qu'on appellerait dans le concept de sentiment d'efficacité personnelle, ça se construit. Quoi. Ouais. Et là, on est beaucoup plus confiant lorsqu'on va prendre en soin quelqu'un sur un déchocage. Voilà. Puis après, l'avantage d'urgence aussi, c'est que comme on a des gros volumes de patients, et ben, on se rend compte assez vite que un patient s'est bien passé, 2 patients s'est bien passé, 12 patients s'est bien passé, 25 patients. Ah bah finalement, je suis peut-être pas si mauvais. Ouais, c'est ça. 25 patients, c'est la fin de la journée. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a la chance. Alors, il y a toujours des petites particularités, des choses comme ça, des gestes sur lesquels on est moins à l'aise. Puis après, on identifie assez vite dans les équipes les gens qui sont, par exemple, moi, je sais que j'étais pas mauvais pour poser les voies périphes. Dès que c'était un peu compliqué, on venait me chercher et c'était très bien. Et typiquement, moi, j'étais moins à l'aise avec des pansements ou des choses comme ça. Et je savais qui était ressource dans l'équipe et qui je pouvais aller. Et ça, c'était une richesse incroyable dans les équipes en général. Hein. Mais moi, je l'ai bien vécu aux urgences et moi, j'ai eu la chance, et je le dis souvent, pendant 2-3 ans, j'ai bossé aux urgences. Je ne regardais jamais le planning avec qui je travaillais. On avait une équipe qui était extraordinaire. On avait tissé des vrais liens forts. Et peu importe l'équipe de la journée, on savait qu'on allait passer des bonnes journées. Enfin, des bonnes journées.
On allait du mieux possible. Et quand tu parles d'équipe, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que faut vraiment qu'on arrête de cloisonner le médical du paramédical. Ah mais dans une équipe, enfin, moi je pense que c'est vraiment mes meilleures années où j'ai appris à travailler et j'ai appris à connaître l'autre enfin l'autre quand je dis tous les métiers en fait, mais surtout aussi des médecins. Mais oui. J'ai adoré travailler avec les médecins et souvent là sur la question de la prescription initiale là en ce moment là qui est sortie des infirmiers, ben, j'ai envie de dire que finalement quand on a appris à travailler ensemble c'est plus un sujet en fait. Ah ouais non mais voilà. Mais clairement puis moi je le dis souvent, j'ai eu la chance d'avoir des médecins notamment aux urgences et je les remercie tous qui ont toujours été bienveillants. Et quand ils se sont rendus compte que ben, tu avais envie d'apprendre, tu avais envie d'évoluer, ils m'ont toujours accompagné, ils m'ont toujours challengé, ils m'ont toujours trouvé des... ils m'ont fait faire des gestes, ils m'ont accompagné sur des choses que pourtant qui font partie du décret, des compétences, un peu de dépassement de tâches, mais moi j'étais ravi de faire toutes ces choses-là, d'apprendre ça. Ils challengeaient mes idées, ils challengeaient... on avait même un jeu avec un super doc de nuit, comme j'allais voir les patients en premier, pour faire les bilans, pour faire... et ben je m'amusais à faire l'entretien avec eux et je revenais voir le docteur avec un diagnostic déjà. Et du coup, il me disait bah ok, je vais voir et on voit si on est d'accord. Et du coup, ça m'a vachement appris dans ma vision globale de la médecine. Oui, c'est pas le rôle d'un infirmier, mais c'était tellement épanouissant intellectuellement que je remercierais. Il y en a plein. J'ai essayé de bosser sur le CG parce que j'en avais marre de faire des ECG et de pas pouvoir les lire. Donc, avec un collègue infirmier qui était très très fort là-dedans, il m'a montré comment ça marchait, comment lui se former. Donc, je l'ai fait à côté. J'en ai parlé avec les docteurs. Les docteurs m'ont accompagné. J'ai même un médecin qui m'a offert une petite réglette, tu sais, pour lire les ECG et tout. Et franchement, je l'ai encore d'ailleurs, mais c'est génial parce que quand tu as envie de communiquer, de partager et d'échanger, surtout qu'aux urgences, on a un rapport qui est différent avec les médecins. Parce qu'on est beaucoup plus proche, parce que je pense que dans un autre service, et c'est vrai que moi, c'est des moments que j'ai adoré et qui m'ont forgé, je pense, et qui font qu'aujourd'hui aussi, j'ai pris la confiance pour faire autre chose que du soin. Mais complètement, mais je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur faire l'examen clinique, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça au-delà de l'apprendre, ça donne du sens aussi dans ce que tu dis dans les dossiers derrière. Parce que quand on te parle de ROT, tu sais pas ce que ça veut dire en fait quand tu dis. Alors qu'effectivement, si tu l'as déjà vu ou même si toi-même tu l'as fait, bah, tu sais ce que ça veut dire des réflexes ostéo-tendineux. Et tu sais, finalement, si tu les as pas, qu'est-ce que ça signifie? Et du coup, c'est aussi voilà, c'est de mettre du contexte, du sens dans la prise en soin des patients et pas de faire des choses très systématiques, machinales. Et du coup, moi je pense que c'est hyper intéressant ce que tu as fait et je pense qu'aux urgences, si on veut s'intéresser, c'est le lieu pour le faire. Exactement, on peut s'intéresser. Non, et puis même dans la pratique, je pense qu'il y a des docteurs qui étaient confiants quand c'est moi qui prenais en charge les patients parce qu'ils savaient que j'avais cette réflexion, quelque chose, et après là où il faut pas jouer, c'est que je suis très à l'aise avec le fait de dire je ne sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Mais du coup, j'avais du poids quand j'allais voir un docteur en disant là vraiment je ne comprends pas, je sais pas ce qui se passe, il faut que tu viennes voir. Je pense que je peux avoir plus de poids que certains de mes collègues qui n'avaient pas forcément cette démarche ou cette relation parce que ils savaient que je m'intéressais aux choses et que j'avais envie de découvrir des choses. Et du coup, c'est vrai que aux urgences, les situations elles sont tellement infinies que tu peux faire de la dentisterie, comme de l'orthopédie, comme de la gastro et de l'uro. Et du coup, il y a tellement de choses à apprendre tout le temps que c'est un puits infini de sciences. C'est ça, mais je pense que le côté expertise clinique, je pense qu'il faut vraiment qu'on le développe davantage. Ce que tu évoquais là, d'examen clinique, d'analyse de la clinique, ça c'est vraiment, je pense que c'est là où on est attendu aussi, dans cette réingénierie de jugement clinique, de diagnostic infirmier, de tout ça. Je pense qu'il faut qu'on arrive davantage à le montrer, à le développer, à le consolider. Et que là, on fera la différence dans notre métier. Mais c'est une vraie question, parce que pour mon expérience, pour moi, ça a été possible parce que j'ai eu des médecins et des collègues infirmiers et des soignants et des spécialistes même qui m'ont accompagné, qui ont répondu à mes questions, qui m'ont montré les choses. Et aujourd'hui, dans le format des études comme il est tel quel, c'est-à-dire on a une école d'infirmiers, une école d'aide-soignants, une école de médecins, une école de kiné, une école de diète, et au bout du trait, on dit maintenant vous travaillez tous ensemble dans la même et puis il faut collaborer, hein. Si derrière il n'y a pas des valeurs humaines, de partage, d'échange, de communication, et tout le monde n'a pas naturellement ces valeurs-là, ou ces compétences-là d'ailleurs,
bah, ça pose problème. Donc comment on fait les liens même pendant l'école entre toutes ces professions? Enfin, je veux dire, il y a tellement de spécialités différentes dans la santé que même pour un infirmier, des fois, c'est difficile de faire la différence entre un kiné ou un ergo et un psychomote. C'est quoi leur rôle à chacun? C'est quoi leur travail? Je prends cet exemple parce que ça arrive souvent et dans les SSR, ils travaillent tous ensemble et des fois, tu dis... Ah. Mais... Et donc voilà, il faut qu'on apprenne, je pense, à décloisonner ces études pour qu'on puisse tous se rencontrer. Ils font de plus en plus de simulations avec des internes, des étudiants infirmiers, des étudiants AS, et c'est super. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on développe ça à plus grande échelle pour qu'on se rencontre avant d'arriver au bout du cursus, quoi. Ah mais je pense que je crois que là dans la presse est sorti le référentiel des compétences infirmiers et je pense que cette question de coordination du parcours à travers l'équipe pluridisciplinaire, je pense qu'il faut vraiment le renforcer et qu'on sache chacun qui fait quoi et comment on peut mieux le faire ensemble. C'est vraiment ça l'idée et je pense que, y compris les médecins, hein, et je pense que là au contraire, il faut pas qu'on se cloisonne. Il faut qu'ensemble, on soit meilleur. Ouais, mais oui. Voilà, c'est créer la synergie, quoi. Clairement. Et au lieu de toujours s'opposer en disant les prescriptions, c'est les médecins, c'est pas les infirmières, les consultations, ceci, cela. Mais comment on peut mieux travailler ensemble, quoi. Après, puis en plus, c'est hypocrite. Parce que dans la pratique de tous les jours, toi qui as bossé aux urgences, je veux dire, si tu me dis que tu n'as jamais prescrit un bilan, je te jette une pierre. Hein. Je veux pas. Non, mais il faut être honnête dans la pratique des gens et je pense qu'il faut sortir de ce dogme de bah ça c'est mon référentiel de compétences, ça c'est pas mon référentiel de compétences, parce que ce qu'on veut finalement c'est tous l'amélioration du patient. Et ben des fois oui, quand t'es infirmier ça te demande de faire des gestes qui potentiellement sont médicaux, comme des aides-soignants font des gestes qui potentiellement sont infirmiers. Enfin voilà et je pense qu'il faut être je dis pas que c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi, mais je pense que des fois il faut être un peu plus souple sur les compétences et les envies de chacun. Surtout, il ne faut pas freiner les professionnels qui ont envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses et d'aller chercher d'autres compétences. Parce que, en fait, on en a besoin aujourd'hui. Hein. Malheureusement, le secteur va mal et je pense que toutes les bonnes âmes sont bonnes à prendre. Hein. Complètement, mais je pense que c'était aussi dans la dynamique de la réingénierie de la formation aide-soignant, où on a un peu élargi des actes hein, qui, entre nous, faisaient déjà. Mais bien sûr. On l'a juste formalisé, on les a formés, enfin, on a formalisé la formation, voilà, ça. Parce que du coup, il apprenait peut-être un peu sur le tas. Quoi. Voilà, un peu sur le tas, peut-être avec des mauvaises pratiques. Et là, pour le coup, on les a intégrés dans la formation. Ça, c'est chouette. Parce que du coup, je pense que c'est aussi ça l'enjeu des réingénieries des formations et des métiers. C'est qu'on intègre les évolutions des métiers et qu'on puisse, vraiment, voilà. Aujourd'hui, on a une expertise infirmière de jugement clinique. Intégrons-le directement dans la formation. Et là, voilà, ça se fait. Là, c'était 2009, la dernière ingénierie. Bon, ça date quand même un peu. Je pense qu'il est temps qu'on revoie la copie. Et puis il y a plein de nouveaux sujets autour de la recherche, autour de tout ça qu'il va falloir intégrer le plus tôt possible, en tout cas dans le cursus, quoi. Ah ouais, complètement. Voilà, moi, je pense vraiment que la prescription de l'infirmière, au-delà de l'infirmière libérale, parce que là, aujourd'hui, elle peut le faire, mais au plus large, je pense que ça va aussi donner du souffle à ce métier qui est en perte de vitesse. Hein. L'attractivité des métiers, tu disais tout à l'heure. Peut-être que c'est de donner une autre dimension du métier et de valoriser. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit au rendez-vous là-dessus. Non, mais même dans la structuration, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu autrement de ces carcans médecins, infirmiers, aides-soignants. J'ai eu un échange super intéressant avec un aide-soignant et moi, je lui disais que... Aujourd'hui, c'est l'infirmier qui porte la coordination des soins et l'organisation du soin. À mon sens, ça, c'est un rôle qui aujourd'hui doit être pris par les soignants. Parce que finalement, l'infirmier, même s'il doit avoir un œil sur son patient, il devient de plus en plus, pardonnez-moi le terme, mais technicien du soin. Et finalement, qui est tous les jours auprès du malade, qui répond à ses besoins primaires, finalement, c'est l'aide-soignant. Et finalement, souvent, c'est l'aide-soignant qui connaît bien mieux les patients que l'infirmier. Alors oui, l'infirmier a gardé ce rôle de coordination, mais moi, pareil, que ce soit aux urgences ou en réa, je me souviens bien en réa, les aides-soignants, ils passaient beaucoup plus de temps avec les patients que nous, et finalement, ils les connaissaient mieux sur le plan perso, sur le plan alimentaire. Moi, j'avais des aides-soignants qui étaient capables de dire « Ah bah non, sur le plateau repas, je le change parce que je sais que lui, il aime pas ça, alors je vais plutôt lui mettre ça. » Moi, j'en étais incapable. Donc, je pense qu'il faut qu'on valorise aussi cette compétence-là des aides-soignants. Peut-être, donc du coup, ouvrir un peu plus le champ de compétences d'infirmiers, ouvrir un peu plus de soignants, mais du coup, peut-être les infirmiers récupérer un peu plus de la prescription, du machin. Je pense qu'il faut repenser le soin pour en faire quelque chose d'un peu plus homogène aujourd'hui, peut-être un peu moins cadré.
et imbriqué. Ouais. Je pense que c'est un peu l'esprit de la réingénierie et de la formation infirmière, c'est que le cadre soit plus flexible. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, être soignant, enfin pour moi, hein, c'est des collègues. Enfin, il n'y a pas de sujet de compétences, de quoi que ce soit. Même parfois, mais j'ai envie de dire, des fois, c'est les yeux et les mains des infirmières, quoi. Ah oui, mais clairement. Quand ils passent 5 minutes, alors que l'aide-soignant il passe 1 heure, mais forcément, nous on sait beaucoup moins de choses. Mais je pense que c'est aussi bien de le dire. Mais oui. De le dire aux aides-soignants, quoi. Ouais. Sans toi, je pourrais rien faire, quoi. Non, mais moi, le nombre de fois où j'ai des collègues aides-soignants qui m'ont sommé les miches en disant, mais au fait, t'as pas oublié ça ou t'as pas fait ça ou... Mais ça se compte même plus, en fait. Ouais. Fais attention à ce patient, il m'a dit ça, comment tu le penses ce matin? Pendant le repas, il m'a dit ça, est-ce que tu peux pas voir avec la famille? Enfin, des choses qui sont finalement, peut-être même aussi, voire plus importantes que le soin et les médicaments. Pour leur santé mentale et donc non clairement les aides-soignants ils sont, moi quand j'entends que dans des services on dit on va enlever tous les aides-soignants pour mettre des infirmiers à la place, je dis en fait vous avez pas compris le rôle de chacun et c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Est-ce qu'il y a des innovations que toi tu suis en ce moment? Alors moi je suis très branché, j'adore l'IA, la blockchain, ça c'est des trucs qui me passionnent vraiment. Est-ce qu'il y a des innovations toi que tu suis, que t'intéresses, que tu intègres dans la pratique ou pas? Ouais, alors effectivement là, tout ce que après c'est un peu la mode en ce moment. Ah oui, bien sûr. Parce que se pose beaucoup de questions autour de l'IA, la place du formateur, la place des soignants, parce qu'aujourd'hui même pour poser des diagnostics, l'IA peut analyser une radio, un scan, peut trouver des traces. Bon, autour du diagnostic et de la formation, il y a des vrais sujets dont je m'intéresse aussi, mais je trouve que et je pense que de plus en plus, avec l'expérience, je me dis que comment on peut retrouver la place noble du formateur auprès des personnes qu'on accompagne, au-delà des outils. C'est finalement, quelle est notre valeur ajoutée aujourd'hui en tant qu'accompagnant. Moi, j'ai envie de dire en tant que passeur aussi. Parce que nous, on n'est que des passeurs. Et je pense qu'on fait passer des gens parce qu'on a une petite longueur d'avance, un peu, pas une grande longueur d'avance, une petite longueur d'avance. Et nous, notre rôle est aussi de les aider à passer vers autre chose. Et ça, l'IA ne pourra pas le faire. Ah non, mais ça... et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à se recentrer sur ça et se recentrer sur les rôles que la techno ne pourra pas faire. Et c'est ce qui m'a aidé, moi, à me construire aujourd'hui. Je parlais de Daniel tout à l'heure. Daniel, c'est grâce à son expérience, c'est grâce à son écoute que l'IA ne pourra jamais donner. Non, mais pourra jamais faire, quoi. Ça, c'est moi, j'ai du mal à comprendre ces débats autour de l'IA. L'IA, oui, c'est un super outil, mais ça reste un outil. Et c'est ce que l'humain décidera d'en faire. En fait. J'utilise souvent l'image du couteau. Le couteau, tu peux t'en servir pour couper le pain et partager un bout de pain, comme pour planter ton voisin parce que tu n'en as pas envie. Et l'IA, à mon avis, c'est pareil. Il faut juste qu'on apprenne à le comprendre et à l'appréhender. Ça peut être un puits de connaissances sans fin, c'est une certitude. Par contre, il amènera jamais le petit coup de pouce, le petit je me sens pas bien, j'ai besoin d'un humain pour détecter ça, pour avoir la main tendue, et donc moi je suis pas très inquiet en vrai, parce qu'on parle de remplacer les humains par l'IA. L'IA ne pourra jamais avoir les interactions humaines et la lecture de l'humain que l'humain a. Donc c'est ça. Et je pense que vraiment, moi, dans l'innovation, si j'ai envie de dire, c'est dans l'innovation de la posture. C'est ça qui je trouve intéressant parce que je pense que toutes ces nouvelles technologies là, IA, métaverse, on en parle un peu moins maintenant, mais il y a eu un sujet quand même. Non mais oui, voilà. Mais ça va revenir sur le total. Ça nous a permis de nous challenger sur quel est notre rôle en fait. Vraiment, qu'est-ce que l'IA peut pas faire que nous on peut faire. Et c'est ça que je pense que ce qui nous a poussé à nous interroger nous-mêmes quel était notre rôle. Et moi personnellement j'ai avancé en me disant mais finalement mon rôle est de passeur. Et en fait quand tu regardes bien, là où tu as ta plus-value, ce que l'IA peut pas faire, c'est ce qui fait de toi un bon ou un mauvais formateur en fait. Si l'IA peut te remplacer, arrête la formation. En fait. Exactement. Et par contre, si tu te rends compte que ce que tu peux apporter humainement, en fait, un formateur, c'est pas un livre. Si tu as besoin juste de connaissances, tu vas ouvrir un livre ou tu vas demander à l'IA. Mais quand tu as besoin d'être accompagné, guidé, et là, il te faut un humain. Il n'y a pas de sujet. C'est ça. Mais voilà, toi, moi, en termes d'innovation, effectivement, comme tu dis, moi, je suis assez en alerte sur tout ça, en veille. Mais vraiment, je pense que là, aujourd'hui, recentrons-nous sur l'humain. Et voyons ce que nous, on peut apporter à l'autre que rien d'autre pourra. Tu vois, par exemple, sur les méthodes pédagogiques, par exemple, d'animation, de séquences pédagogiques, comment on peut
enrichir un présentiel. Comment on peut comment on peut engager l'apprenant. Parce que de se taper 3 heures de cours magistral sur l'anatomie, franchement, même le formateur lui-même, il s'embête pendant 3 heures. Comment on peut s'engager nous-mêmes en tant que formateur en étant actif? Parce que tu sais, hein, plus tu vois quelqu'un qui est passionné, actif, plus tu as envie d'y aller avec lui. Quoi. Et si on passe des slides sur tout le cœur, les poumons, aucun intérêt. Ça embête tout le monde, quoi. Ouais, clairement. Et là, voilà. Moi, je pense que l'innovation, elle est là. C'est comment on arrive à engager l'apprenant dans son apprentissage et quel est notre rôle là-dedans. Parce que finalement, le contenu, tu l'as très bien dit. L'accès au savoir, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, Internet, IA, nous, on ne sert à rien. Sur ce sujet, on ne sert à rien. Et donc, voilà, c'est comment on arrive à décrypter les grilles de lecture, à l'aider à transférer sur des situations vraies. Et c'est ça notre rôle en fait aujourd'hui. Ça a été quoi les grands enjeux de ta carrière, les grands défis auxquels tu as fait face? Je pense que les grands défis, c'est de continuer à apprendre et à comprendre qu'est-ce qui motive. Qu'est-ce qui t'anime? Et en fait, je l'ai appris au fur et à mesure. C'est de toujours avoir l'enthousiasme, la flamme, et de se dire, quand tu es un peu dans le creux de la vague, qu'est-ce que tu trouves pour te remotiver? Et ça, c'est à chaque fois comme ça, on a dit tout à l'heure, la motivation, c'est des montagnes russes, vraiment. Et quand on est en bas, comment on arrive à redonne l'énergie? Voilà, comment on se redonne du sens, comment on revoit différemment les choses, on change de lunettes. Et je pense que c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui, je pense, pour perdurer, c'est de retrouver du souffle. Et garder la flamme. Et ça, c'est intéressant. Là, je t'ai expliqué un peu tout mon parcours. Et à chaque fois que j'ai pu me rebondir, ça m'a permis de garder l'enthousiasme. Et ça, on en parlait sur LinkedIn, mais je trouve que ce que tu fais aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que ça permet de garder l'enthousiasme. Et ça, voilà. C'est vraiment l'idée, c'est de montrer que quand on se connaît, qu'on a identifié ce qui était moteur pour nous, tout ça c'est un vrai enjeu en fait, identifier qu'est-ce qui nous génère de l'énergie, qu'est-ce qui en consomme. Quand on a trouvé ce qui génère de l'énergie ça nous, en fait potentiellement plus rien ne nous arrête parce qu'on a trouvé le moteur infini quoi. Et c'est vraiment une belle révélation. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, apprendre, c'est mon essence. Dès que j'apprends plus, je m'ennuie. En plus, moi j'ai une théorie que pour être heureux, il faut jamais arrêter d'apprendre. C'est ça. Bon, c'est documenté par moi-même, hein. Mais je suis intimement persuadé que continuer d'apprendre et maintenir une activité entre guillemets intellectuelle, dynamique, ça fait partie de l'épanouissement et du bonheur de chacun. Complètement, mais aussi dans l'idée d'être toujours en mouvement. Quand on est en mouvement, on tombe pas. Sur un vélo. Si on est toujours en mouvement, on pédale tout le temps, on tombe pas. Et je pense que c'est un peu l'esprit, quoi. C'est ça. Faut pas qu'on s'arrête, parce que si on s'arrête là, c'est compliqué. Par contre, je pense qu'il faut qu'on arrive à prendre le recul pendant qu'on pédale, se dire là, on est dans le creux de la vague, quoi. Et ça, c'est pas facile à faire. Voilà, c'est ça. Avoir le nez dans le guidon, hein, on dit souvent, on a le nez dans le guidon, du coup, on n'arrive pas à prendre ce recul-là. Et je pense que voilà. Et grâce aux passeurs, on arrive à prendre ce recul-là en disant, là, ça va pas, camarade, tu es pas, quoi, ça va plus là. Et hop, il y en a qui t'aident pour te remonter, quoi. Ça, c'est chouette. Bon, on va arriver au bout de notre échange. Est-ce que tu as une anecdote pour clôturer qui a marqué ton parcours, qui t'a accompagné, qui t'a fait réfléchir sur ta posture, Je pense que il y a une remarque, alors je sais pas trop comment il fallait le prendre. Les étudiants me disaient souvent que j'étais juste. Je sais pas ce qu'il faut prendre de manière péjorative ou pas. Pas juste le blanc. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça c'est intéressant comme terme. J'étais juste. J'étais pas équitable. J'étais pas traitement égalitaire. J'étais juste. Et ça, je trouve que c'est intéressant cette notion de justesse. Peut-être que justice vient de là. Peut-être, je pense qu'il y a un lien. Mais voilà, je pense qu'il y a juste, le juste soin, la juste distance. Je pense que cette notion de juste aujourd'hui, elle est hyper intéressante. Et ce qui a un peu
m'a challengé à chaque métier, quoi. Ouais. Voilà. Trouver où Trouver est le juste milieu. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Ça. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup pour ton Merci à témoignage. C'est super. Ça a passé un super agréable moment. Carrément. Merci pour tout et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.